Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir toujours très nombreux en train de suivre cette émission qui va revenir autour de l'actualité. On va commenter, décrypter, mais aussi analyser l'actualité qui reste dominée par la sortie ou les sorties médiatiques du président rwandais, mais aussi la réaction du président congolais. D'abord, c'était Paul Kagame qui a botté en touche toutes les accusations portées contre le Rwanda, son pays, en rapport avec les massacres et l'insécurité, les guerres à répétition au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo. Pour Paul Kagame, le Rwanda n'a jamais été impliqué dans tout ce qui est insécurité ici au Congo. Il a même botté en touche les rapports mapping qu'il qualifie d'un rapport non fondé. Et en réaction, Félix Tshisekedi de son côté a fait savoir qu'il ne peut pas répondre à Paul Kagame avec qui il entretient de très bonnes relations. Il va utiliser d'autres canaux pour répondre à son homologue rwandais, une réaction qui n'a pas été du goût des Congolais qui estiment que le président cherche à amadouer son homologue rwandais. On va tenter de décortiquer cette question au cours de cette émission et puis on va revenir sur Matata Ponyo avec un nouveau réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. Il y a aussi Bruno Tshibala qui est dans les collimateurs de la justice. On va donc essayer de commenter toutes ces poursuites judiciaires contre ces anciens gouvernants. Question donc d'éclaircir l'opinion quant à ces. Sur ces plateaux, je reçois Maître Mardochen Sele, à qui je m'en veux dire bonjour, bienvenue Maître. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Non, ça va, ça va. Alors il faut rappeler que vous avez été l'objet d'une attaque récemment au niveau des Kassavu. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, j'étais l'objet d'une menace, une agression par des gens civiques, de personnes que je ne connaissais pas, mais eux me connaissaient. Ils maîtrisaient mon nom. Et j'ai comme impression qu'ils m'avaient suivi depuis longtemps parce que cette voiture que j'ai vue la nuit, je l'avais vue le jour. Alors, c'était après que j'ai tourné mon deuxième émission. À mon retour, on m'avait déposé ce croisement Chaba enseignement. Il faisait sombre et puis la pluie menaçait. C'est ainsi que ces inciviques sont tombés sur moi avec des menaces. Et je pense que l'intention était de me faire mal. Ils vous reprochent quoi? D'avoir insulté Mouyej, parce qu'ils avaient le nom de Mouyej dans leur bouche. D'avoir insulté, ils m'ont promis les puits. Parce qu'il y a eu des interventions de la personne qui m'avait déposé, il n'était pas encore loin. Il est revenu avec quelques gens du quartier qui sont venus à mon rescousse. Après, une chose c'est que moi je ne peux pas me laisser intimider par ce genre de choses. Nous sommes en train de mener un combat très noble que quiconque ne peut le faire. Parce que la plupart des gens acceptent de prendre des petites sommes, mettre dans leurs poches et garder silence. Alors, nous, par contre, nous disons nous devons travailler pour le bien-être des Congolais parce que c'est nous qui sommes gouverneurs du demain. On ne peut pas accepter de faire pareil. Les erreurs des autres peuvent nous servir de leçons. C'est pourquoi ça ne peut pas, n'est-ce pas, me faire peur. Alors, je pense, avant nous, il y a eu des gens qui se sont sacrifiés corps et âme, des gens qui se sont réellement sacrifiés pour la République. Et nous aussi, nous nous sacrifions pour l'avènement de notre état de droit. Très bien. Alors, vous vantez les actions de Madame la gouverneure Fifi Masuka. Mais il y a des gens qui pensent que lors du passage du chef de l'État au niveau des lois, là-bas, le chef de l'État est allé inaugurer des édifices construits par Richard Mouyej, que vous qualifiez aujourd'hui d'incompétent. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, Hervé. Les gens qui disent ça, ce sont eux qui ne connaissent pas c'est quoi les lois là-bas. Qu'est-ce qui a été fait dans le là-bas, qu'est-ce qui n'a pas été fait. La fois passée, je vous ai dit que dans le là-bas, il y avait 4 ouvrages, parmi lesquels il y a un ouvrage qui était achevé, c'était l'hôtel du gouvernement, cofinancé par le pavillon présidentiel, les taxes de TFM et la BCDC. Vous comprenez? Alors ça a été inauguré la fois passée par l'ex-directeur du cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe. Moi, j'étais là, sur place. Et c'était le bâtiment le plus surfacturé de la République. Vous comprenez? Mais alors, le bâtiment qui vient d'être inauguré, c'est Mme Fifi Masuka avec les taxes de la province. Parce que c'est un bâtiment qui était inachevé depuis 2015. Ça a été achevé avec les plusions de Fifi. Oui. Donc ce n'est pas dire que non, le chef de l'État est parti inaugurer un bâtiment construit par Mouyej. Non, initié par Mouyej, mais vous avez laissé Mouyej ici à Kinshasa et vous êtes parti inaugurer tout ce qu'il a construit. Non, ce n'est pas tout ce qu'il a construit, ça c'est de là sur le toit. Ce serait aussi cracher sur les efforts que Mme Fifi Masuka a fait. Ce bâtiment reste inachevé depuis 2015, il y a 6 ans. 6 ans passés.
que madame, le vice-gouverneur Fifi Masuka vient d'achever cette histoire avec les sacs. Dans moins de 3 mois, le bâtiment est achevé. Et inauguré par le président public. C'est une démonstration de force. Alors, ça fait longtemps, je parle bien de 6 ans, que ces bâtiments ont été initiés, les projets initiés, financés. Et ces bâtiments n'ont jamais été finis. Il y a des autres bâtiments qui souffrent. Madame s'est encore engagée pour finir l'Assemblée provinciale. Vous savez, en dehors de ça, il y a encore des secrets qui passent, des choses qui passent inaperçues devant vos caméras. C'est que vous savez que Mouyej avait envoyé un ministre baptisé Chikambi à Djilolo. Ce ministre est parti promettre à la population que le gouvernement a envoyé. Je vais construire un marché moderne, je vais construire un stade moderne, je vais construire une fontaine. Et que le travail était déjà initié, l'argent débloqué, mais jusqu'à aujourd'hui, aucun de ces ouvrages n'a jamais été achevé. Et Chikambi est parti jusqu'à détruire le marché qui était là. Donc je vais parler du ministre des budgets. Et cette histoire, on a commencé à financer la population locale. On finance les leaders d'opinion, les médias. Ne dites rien, sinon si les chefs apprennent qu'il y avait un truc pareil, on va mettre la main sur nous. J'ai des vidéos avec moi. J'ai même des appels téléphoniques de ces ministres. C'est pour vous dire qu'il y avait du désordre au plus haut point. Donc que personne ne vienne vous tromper ici pour vous dire non, le président de la République est allé inaugurer ce que Mouyej a achevé. Non. Très bien. Alors j'ai vu récemment un ordre d'émission signé par Mme Fifi Masuka où il envoie 3 de ses ministres provinciaux venir ici répondre à l'appel de l'inspection générale des finances pour être audités, enquêtés. Qu'est-ce qui se passe réellement avec ces 3 ministres? Mouyej est cité dans les détournements d'argent, dans la mégestion. Et lui, j'ai fait partie parce qu'on dit lorsqu'il y a dénonciation des tierces, c'est-à-dire que c'est une urgence. La délégation est arrivée, elle a fait le travail tant soit peu parce qu'il y a des secteurs dans lesquels l'IGF n'a pas y accédé. Alors, les inspecteurs nous avaient promis que l'IGF devrait appeler les autorités pour faire un rapport contradictoire par rapport à ce que l'IGF a comme rapport. C'est ça ce qui est en train de se faire. Mais je pense, madame a élaboré l'ordre de mission en fonction, n'est-ce pas, de la réquisition de l'IGF. Alors, mais je pense, à mon humble avis, il y a encore 2 personnes qui manquent. Il y a le ministre des budgets, qui n'est pas parti répondre. Il y a aussi le ministre qui a démissionné, c'est Patrick Kakwata, qui a détourné les carburants, parce que ce sont des révélations qui étaient faites par la douane à l'IGF, qui avait les carburants qui étaient destinés pour servir les intérêts de la province, et que ces carburants ont été vendus par Kakwata. Vous voyez, donc Kakwata devrait aussi répondre devant l'IGF pour justifier là où ce carburant est parti. Mais je pense que ça s'annonce déjà bien parce que ces gens doivent nous prouver, n'est-ce pas, d'où est-ce que cet argent est parti et qu'est-ce qui a servi, n'est-ce pas, avec cet argent. Et aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que ce que vous disiez, c'est la vérité? Ça se confirme maintenant. Parce que nous avions promis que la justice doit faire un grand travail pour mettre, n'est-ce pas, ces gens devant la barre et que ces gens répondent de leurs actes. Une toute dernière question pour parler cette fois-ci de l'actualité. J'ai vu le président de la République instruire les ministres ou les VPM en charge de l'intérieur de demander à la CENI d'organiser des élections dans des provinces où les gouverneurs ont été déchus. Alors, au niveau du Lualaba, Richard Mouyej, jusque-là, ne connaît pas encore ce sort. On ne sait pas pourquoi il est, entre guillemets, bloqué ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il cherche ici? Il était ici pour raison des malades, pour raison des maladies plutôt. Mais jusque-là, on ne sait plus la suite. La question est très simple. À chaque niveau, sa responsabilité, à chaque institution, sa portion de responsabilité. L'IGF a fait son travail parce qu'il y avait l'urgence de détournement, de gestion. Donc c'est avec ça que Mouyej est à Kinshasa pour répondre à l'IGF, à la justice. Quand tu es parti en Afrique du Sud, ce n'est pas qu'on l'avait chassé. Il était malade. Il a dit que je suis malade, je suis allé pour faire un check-up. Et puis, son équipe à Kolosi a fait voir à tout le monde que le gouverneur souffrait des gouttes, ainsi de suite. Mais j'étais surpris de voir la même équipe qui a fait la campagne et fait comprendre aux gens que le gouverneur était malade et réclamait son retour avec des marches parce que j'ai vu une 50aine d'individus parmi lesquels 70% c'était des femmes âgées de 60 ans, 65 ans qui étaient parties réclamer. Et la plupart des femmes faisaient partie de cette association socio-culturelle d'Ivar. L'association de Mouyej, c'est sa tribu qui était partie réclamer son retour. Ce qui veut dire que sa légitimité est à 5% dans le là-bas. Après un moment,
Mouyej est ici, les gens disent qu'il est bloqué. Il est bloqué par qui? Quelle est cette lettre officielle qui fait de Mouyej emprisonner le chef de l'État ici? Pourquoi il ne rentre pas au niveau? Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer parce qu'il est devant. Il est en train de faire face à la justice. L'action publique a commencé déjà avec l'IGF. Il doit produire un rapport contradictoire parce qu'il a accusé de détournement de mes gestions, l'exigence de fonds forfaitaires ou fictifs, la redevabilité de province de plus de 83 millions, 26 millions alloués à un projet agricole. La province n'a gagné que 110 000 $. Les restes de maïs sont 1000 tonnes, bloqués par un sujet indien, M. Ibrahim. Ce sont des choses que nous avons dénoncées plusieurs fois. Et ça, grâce à Mme Fifi Mastouka Saïni, qui a fait voir au chef de l'État que la province n'est pas bien gérée. Et puis, jusqu'à la preuve du contraire, le cas Mouyej n'a jamais nié ce que Mme le vice-gouverneur a fait. Et tout le monde reconnaît que c'était la vérité. Alors, qu'est-ce que fait l'Assemblée provinciale? Et oui, c'est ça ce que je dis. À chaque institution, sa portion de responsabilité. L'Assemblée provinciale est en train de faire un travail parce que récemment, vous avez vu qu'il y a eu 14 députés qui ont adhéré à l'Union sacrée de la Nation. Et la première conséquence de leur adhésion... Est-ce que c'est ça le travail de l'Assemblée provinciale? Oui, contrôler l'exécutif. Avec tout ce qui a tourné comme dénonciation, l'Assemblée avait déjà mis une commission en place pour enquêter. Mais cette commission a été menacée. Et un membre de cette commission a rendu l'âme de manière tragique parce qu'on ne sait pas comment il est mort. L'honorable Kouvassi Ilunga a disparu. Vous voyez. Après, la commission est restée, n'a pas vraiment fait son travail. Nous avons attendu voir comment est-ce que le deuil devrait être organisé. Après, l'Assemblée s'est mise à l'œuvre. On a d'abord rejeté la première personne, c'est lui qui avait combattu les institutions, c'est lui qui avait insulté les députés et même les chefs de l'État. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas garder un membre du bureau immoral, insolent, qui n'est même pas un exemple pour les députés. On va parler cette fois-ci. Maintenant, l'Assemblée est en train de faire un travail de 10 jours. La gestion des 2 ans et des ministres qui sont cités dans la gestion. Dans 10 jours, il y aura un verdict pour une motion, soit de censure, soit de défiance contre le gouvernement. Très bien. Parlons cette fois-ci de Paul Kagame, le président rwandais, qui, lors d'une interview accordée à nos confrères de France 24, a botté en touche toutes les accusations portées contre son pays en rapport avec l'insécurité et les guerres à répétition au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, Maître Mardoché Nsele, comment avez-vous réagi en écoutant ou en regardant Paul Kagame et parler avec toute la légèreté des questions congolaises? C'est ça ce qui m'a fait très mal. C'est cette légèreté avec laquelle le président rwandais a parlé de la situation de l'Est. Parce que moi, ça m'a fait très mal par le fait que nous enregistrons des morts. La Shema abattu par des rebelles rwandais, ougandais, qui travaillent en connivence avec quelques Congolais ici qui ne sont pas Congolais qui sont Congolais juste parce qu'ils portent la nationalité congolaise, mais ils sont étrangers. Kagame, il est libre de penser comme ça, il est libre de parler comme ça, mais avec tout inhumanisme. Et déclarer si haut qu'il n'y a jamais eu génocide dans l'Est du pays, je m'en moque. Les Rwandais n'ont jamais été impliqués dans tout ce qui s'est passé. Oui, il peut le dire parce qu'il est président rwandais. Mais l'attitude qu'il porte, c'est l'attitude de quelqu'un qui est accusé de meurtre ou d'assassinat. Et il cherche à se défendre. La même attitude qu'a Kagame, c'est la même attitude qu'a Matata Pogno. Ce sont les attitudes des gens qui cherchent à jouer à l'autodéfense. Comment est-ce qu'il peut déjà laver leur tout ça? Mais ce n'est pas à Kagame de dire ça. S'il se reproche de quelque chose, n'est-ce pas? Alors, moi j'ai aimé l'attitude du chef de l'État. Il s'est comporté à un homme d'État. Le chef de l'État ne peut pas se comporter comme un ataraku. Que quand l'autre parle, lui aussi peut répondre selon les besoins de combien de mortels. Non. Le chef de l'État, c'est un président de la République, n'est-ce pas? Il est détenteur de grands secrets. Il ne peut pas se comporter comme tout le monde. Il ne peut pas se comporter comme les Djalélus. Il ne peut pas se comporter comme un commun de mortels. Parce qu'il peut dire quelque chose qui peut mettre le pays dans le feu. Vous voyez? Donc, les déclarations que le président rwandais Paul Kagame a faites, ce sont des déclarations très sensibles. Les génocides à l'est du pays, c'est plus que même ce qui s'est passé au Rwanda en 1990, 1992. Vous voyez? Donc, les gens sont morts et jusqu'alors, nous avons connu les Congolais disséqués, brûlés, mangés. Oui, il y a du cannibalisme, tout ça, ça s'est passé à l'est du pays. Et personne ne peut le contester. Je pense que les Congolais sont en colère par le fait qu'ils ne reconnaissent pas qu'à l'est du pays, les gens sont en train de mourir. Et que les Rwandais sont coupables et ils sont complices dans cette histoire. Les gens de l'État a dit ceci. Il y a un tribunal international pour Rwanda, n'est-ce pas, qui est basé en Tanzanie. Et quand les Congolais se sentent victimes, n'est-ce pas, de quelque chose, ils peuvent saisir
les instances compétentes pour que la justice soit faite. Et aujourd'hui, il y a un état d'urgence, l'état de siège qui est décrété à l'est du pays, c'est déjà une avancée significative. Et ce qui doit se passer sur la responsabilité pénale du Rwanda, en ce qui concerne l'est du pays, c'est qu'il y a une procédure bien précise qui doit être suivie par les Congolais. S'ils accusent au Rwanda, ils doivent porter plainte devant les juridictions compétentes, de convoquer au Rwanda et qu'au Rwanda réponde, parce qu'en droit, nous avons toujours dit actori incumbit probatio. Celui qui allègue un fait a la charge de l'approuver. Alors, c'est aux Congolais de dire voilà, nous avons des preuves sur le Rwanda. Voilà combien est-ce que le Rwanda est impliqué dans le massacre de l'Est. On ne peut pas crier seulement comme ça pour dire oui, Paul Kagame a dit. Les rebelles rwandais qui viennent se battre ici au Congo pour revendiquer une cause rwandaise. Oui, il peut le dire. Ça peut énerver, ça peut faire mal. Mais nous sommes des intellectuels, nous devons suivre la procédure. C'est nous qui sommes lésés, c'est nous qui voyons nos frères mourir et que nous avons arrêté des sujets rwandais plusieurs fois à l'Est. Nous avons des généraux et des colonels rwandais. Nous avons des officiers rwandais ici dans l'armée congolaise, dans la police, ils existent ici. Ils n'ont même pas honte, ils sont là. Vous voyez, je vais prendre ici le monsieur qui est à la S qui... il y a un monsieur ici, un sujet rwandais. Bosco Taganda. Taganda qui se faisait passer pour un Congolais, mais sujets comme rwandais, ils sont là. Ça, c'est la Kabylie, c'est ça l'héritage. Les crimes d'abattoir. Oui, c'est ça l'héritage que Kabila nous a laissé ici. Kabila ici, avec son père, qu'on a célébré ici, héros national. Moi, je ne l'ai jamais appelé héros national. Il est mort avec sa libération. Il a libéré le Congo, semble. Il a libéré le Congo, quoi. Il est mort avec sa libération dans moins de 12 mois. Il est mort avec cette libération. Et après, c'était l'anarchie, c'était la dictature qui s'est installée avec les immatures à la tête du pays. Et puis, ça a engendré ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'histoire de l'Est, là-bas, Kagame avec Kabila connaissent. Avec tout ce monde-là qui sont ici, la plupart se sentent à l'insécurité. C'est pourquoi tu vois cette agitation. Par ce que Tshisekedi est en train de faire pour découvrir c'est quoi le véritable problème, n'est-ce pas, qui constitue le mobile de l'insécurité à l'est du pays. C'est pourquoi tu as vu Kagame est agité. Mais qu'il se maîtrise ne peut pas être agité. C'est pourquoi le chef de l'État a dit je ne peux pas le répondre. Un président de l'Union africaine ne peut pas se comporter comme un Atalakou. Il s'est comporté en tant que président de l'Union africaine et le président de la République comme un bon diplomate pour ne pas gêner les autres. Il a dit j'entretiens de très bonnes relations. C'est une façon d'habiller le problème. C'est une façon de donner le sens d'élégance, n'est-ce pas? Après, il connaît, il sait qu'il est affecté. Là où il est, il sait que cette attitude de Kagame l'a fait mal. Certains Congolais pensent que le chef de l'État cherche à amadouer Paul Kagame. Le chef de l'État privilégie beaucoup plus ses relations personnelles avec Kagame plutôt que l'intérêt des Congolais. Et qui est ces âmes congolaises qui ont décédé aujourd'hui dans des circonstances très, très tragiques et sont aujourd'hui, je dirais, abandonnés comme ça. Ça fait mal. Vous savez combien de mortels peuvent dire ça? Mais nous sommes la lumière dans l'obscurantisme. Nous devons apporter la lumière sur la situation pour faire comprendre aux Congolais que il a mal pour les déclarations de Kagame. Mais en tant que président de l'Union africaine et président en exercice, il ne peut pas se comporter comme moi. Mais là, ce n'est pas l'Union africaine qui est visée, c'est la RDC comme pays. Mais je sais. Mais il doit user de la casquette, de ses deux casquettes pour agir en tant que tel. Il ne peut pas se comporter comme nous, comme tout le monde. Les Congolais ont le droit d'agir. Les Congolais ont le droit de réagir. Ils attendaient une réaction. Mais le chef de l'État ne peut pas agir comme nous. Il a une procédure à suivre pour répondre comme il l'a dit. Vous comprenez? Alors, il ne peut pas... Pourquoi Paul Kagame n'a pas aussi suivi cette procédure avant de tenir des propos négationnistes? Oui, il n'a que dire ça. Parce qu'il se reproche de quelque chose. Tu vois? Il se reproche de quelque chose. L'attitude de Paul Kagame signifie déjà qu'il est en train de voir un danger venir pour son implication. Pourtant, il est resté calme. Mais il n'est pas calme. S'il allait être calme, il n'allait même pas dire un mot. Ce qui a poussé Kagame à dire ça, c'est l'agitation. Oui. Donc les secrets sont en train de sortir. L'avènement de l'état de siège à l'est du pays fait bouger tout le monde, même l'Union européenne. Je pense que la plupart des gens Paul Kagame soutient l'état de siège décrété ici au pays. Il annonce même que le Rwanda sera même disposé à nous accompagner sur le plan militaire. Écoute, on n'en disconvient pas. Paul Kagame est agité. Il sait que Tshisekedi est en train de toucher petit à petit sur, n'est-ce pas, l'implication du Rwanda au massacre de l'Est. C'est pourquoi il est sauté premier pour clamer l'innocence du Rwanda, que le Rwanda n'est pas tout ça, tout ça. Il peut le dire comme ça, mais seul le chef de l'État connaît la procédure à suivre. Pour que, comme il l'a promis, je pense que Tshisekedi va le faire. Alors,
Il est inutile de s'agiter parce que Kagame n'est pas le premier à nier. La plupart des gens sont en train de saboter ce qui se passe à l'est du pays. Vous voyez. Alors nous savons comment est-ce qu'il faut s'en prendre à cette histoire. Tout celui qui est complice dans l'histoire de l'est du pays serait devant la justice. Un jour, il va répondre de tous ces actes-là. Vous voyez, ça s'appelle karma. Tout se paye ici-bas. Tu vas payer tout ce que tu as fait avant que tu fermes tes yeux ici dans la mort. Les rapports mapping, c'est une vaste blague pour Paul Kagame. Et Paul Kagame n'est pas plus intelligent que tout ce monde-là qui travaille dans le mapping. Tous ces gens qui ont travaillé, les ONG internationales. Il est allé même plus loin jusqu'à toucher pratiquement les docteurs Denis Mukwege. Moi, je vous ai dit ceci. Les propos de Kagame m'ont fait mal. Ça fait mal aux Congolais. À tout le monde, même le président, quelle que soit l'attitude qu'il a manifestée pour répondre, dire voilà, j'entretiens de bonnes relations, c'est un président public. C'est un langage diplomatique. Bien sûr. Mais non, il a utilisé cette élégance pour ne pas faire mal à d'autres ou donner l'impression d'un acharnement. Ou voilà, je manifeste ma colère contre Kagame par rapport à ça. Ça devrait aussi jouer avec sa personnalité et sa casquette de président de l'Union africaine. Je martèle bien ça. Mais Tshisekedi connaît quand est-ce qu'il va agir et comment est-ce qu'il va agir. Il connaît bien la procédure. C'est pourquoi nous demandons les Congolais au calme, de faire confiance au chef de l'État. Il connaît comment ils vont s'en prendre à Kagame et aux Rwandais. Oui, ce n'est pas un acharnement, mais je pense que le Rwanda doit répondre de tout ce qu'il a fait sur le Congo. Très bien, on va évoluer parlant toujours de la question du Rwanda. Alors le président annonce que lui ne peut pas répondre publiquement comme ça Paul Kagame, avec tout ce qu'il a proféré comme attaque, comme insulte pratiquement à l'endroit des Congolais. Alors, quelle est la voie ou quels sont les canaux que le président peut utiliser pour répondre aussi, comme Chadari le disait, coup sur coup à Paul Kagame? Bon, aller coup sur coup pour un président de la République, c'est trop fort. Vous comprenez? Mais moi, je vais la dire réciprocité ceci. En diplomatie. Parlons maintenant de la République démocratique du Congo. En termes de responsabilité pénale en droit international public, vous voyez, quand un pays est impliqué, c'est-à-dire l'armée rwandaise, l'armée qui œuvre sous le drapeau, n'est-ce pas, est impliquée dans le massacre de l'Est, automatiquement, c'est le Rwanda qui doit répondre. Vous comprenez? Et là, il y a une procédure. Ce qu'on peut porter plainte à la tribunal international pour Rwanda, soit on peut porter plainte à la CPI. Vous voyez, quand on porte plainte et c'est fini, on doit convoquer le Rwanda. Le Rwanda aussi peut venir, voilà, vous êtes accusé par la République démocratique du Congo d'être complice, n'est-ce pas, dans le massacre de l'Est. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Voilà votre niveau d'implication à l'Est du pays. Vous voyez, c'est en fonction de ça qu'on peut créer une ambiance juridique devant les instances compétentes et on peut établir la culpabilité, tout comme l'acquittement du Rwanda, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut dire on répond à Kagame juste parce qu'il a dit voilà, on ne reconnaît pas. Le fait de ne pas reconnaître, c'est ça ce qui fait mal parce que sociologiquement, sur le plan de l'humanité, on ne peut pas refuser qu'un pays est en train de perdre. Hein? Ses compatriotes, je parle bien de ses nationaux. Les Congolais sont en train de mourir lâchement abattus, disséqués en morceaux, ainsi de suite. On reconnaît, on compatit, parce que l'empathie fait partie de les compétences de la vie courante. Mais quand on ne reconnaît pas, quand on s'en prend à des personnalités respectueuses du pays, c'est ça ce qui fait mal. Vous voyez, c'est pourquoi le chef de l'État a dit non, je ne peux pas aller dans ce sens-là pour répondre à Kagame. Vous voyez, peut-être les réactions de quelques Congolais, le Congolais aussi, ce sont des réactions robustes. J'ai vu Jean-Marc Kabunda répondre. Ainsi de suite, il y a beaucoup de Congolais qui ont réagi à travers le monde. Non seulement les Congolais, il y a aussi des expatriés, des gens des autres pays qui compatissent avec le Congo, qui n'ont pas supporté les propos de Kagame. Mais en termes de responsabilité pénale, pour l'implication du Rwanda comme pays dans le massacre, ça c'est une procédure judiciaire. Il y a une procédure à suivre et il y a des instances compétentes, n'est-ce pas, et répressives que la RDC doit saisir pour l'implication du Rwanda dans le massacre du pays. Et ça, il faut de preuves, n'est-ce pas, qui accusent le Rwanda d'être complice dans le massacre de l'Est. On ne peut pas seulement l'écrire comme ça parce que nous sommes Congolais et nous ne voulons pas que Kagame réagisse ainsi. Non, non, c'est une procédure judiciaire qui doit être exécutée et respectée. Très bien. Une dernière question en rapport avec les Rwandais. Que répondez-vous aujourd'hui à tous ces Congolais qui pensent que Paul Kagame a défié Félix Tshisekedi? Paul Kagame a craché sur les morts congolais. Sûrement. Défier, en quelque sorte, oui.
Parce que le chef de l'État est censé répondre. Vous voyez, il est censé répondre, peu importe la procédure à suivre, mais il faut une réponse de détail pour faire voir à Paul Kagame que les Congolais n'ont pas supporté ton attitude ni tes propos. Mais il faut une procédure d'élégance pour... Donc, une réponse conforme aux casquettes que porte Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine en exercice. Ça, c'est un. La deuxième des choses, les Congolais ont déjà réagi. Je pense d'une manière ou d'une autre. D'après moi, les Congolais devraient manifester contre Kagame pour cette insulte. Ça, moi, j'appelle ça insulte. Il y a des mouvements de protestation qui sont annoncés dans les... Bien sûr, on doit faire ça pour lui faire voir que non, le Rwanda ne vaut pas que le Congo. Le Congo, c'est le pays le plus riche. Au contraire, c'est à travers le Congo que le Rwanda vit. Le Rwanda vit des minerais du Congo. Les tantanes qui sont illicitement exploités. Et puis ça, avec la vie, c'est avec la vie des Congolais que le Rwanda est en train de payer d'user de minerais du Congo. Les tantanes et toutes les autres histoires à l'est du pays. Alors, on ne peut pas se jouer de nous par le fait qu'on accepte, on garde silence pendant que les Congolais sont en train de mourir. Et le Rwanda travaille en connivence avec quelques Congolais mal intentionnés pour tuer nos frères à l'est du pays au profit de leurs intérêts. Après, lui sort de sa torpeur pour dire voilà, il n'y a jamais eu génocide. C'est ça ce qui fait mal aux Congolais. Très bien, on va terminer cette émission. En termes de responsabilité pénale, je pense que seul le chef de l'État peut engager l'État. Très bien, on va terminer cette émission. Mais avant de parler des Matata Ponyo, il y a aujourd'hui un débat qui suscite de la polémique, un débat qui fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est le débat sur la congolité. Noël Tchani a saisi le Parlement pour proposer sa loi. Comme tout Congolais, il a réfléchi à haute voix pour dire que désormais les candidats présidents doivent être nés des parents congolais. Alors, du côté Ensemble pour la République ou Ensemble pour le changement, les lieutenants de Moïse Katumbi ne l'entendent pas de cette oreille. Il y a des réactions qui fusent de partout. On insulte Noël Tchani aujourd'hui, on les traite de tous les mots aujourd'hui. Alors finalement, qu'est-ce qui dérange dans cette proposition de Noël Tchani? Parce que lui, il n'a pas ciblé Moïse Katumbi de manière directe. Mais pourquoi cette agitation? Oui. Vous savez, Noël Tchani, docteur Noël Tchani Moyambita, c'est mon vieux que je salue en passant. C'est ça des Congolais que nous avons besoin. Moïse Katumbi, c'est notre frère aussi. Vous voyez. Moi, j'ai aussi fait... J'ai développé aussi une petite théorie sur la congolité. La congolité, c'est une fierté pour nous. Parce que le Congo est différent de beaucoup d'autres pays du monde. Le Congo est exceptionnel. Le Congo, c'est un pays richement béni par Dieu. Il y a toutes les bonnes choses du monde se trouvent au Congo. Et c'est le pays le plus convoité du monde. C'est-à-dire, même sa gestion, ses lois sont taillées selon les réalités et les facteurs qui doivent être pris en compte par les législateurs afin que le pays soit différemment géré par rapport à d'autres pays. Parce que quand on élabore une loi, on tient facteur de la religion, des climats, des minéraux, de la sociologie, de tout. On tient compte de ces facteurs pour que la loi ne souffre pas de sa mise en exécution, que cette loi ne tombe pas en ambiguïté. Comment est-ce que les gens veulent que le Congo soit dirigé que le Rwanda pendant que le Rwanda n'a pas les potentialités que nous avons? Oui, c'est très différent. C'est pourquoi je soutiens la congolité par le fait que le Congo doit être géré que par celui qui est congolais par les us soli ou les us sanguinis. C'est-à-dire un Congolais par le lien de sang et un Congolais par appartenance. Ça veut dire un Congolais dont l'un des parents, ou soit sa tribu, a été établie avant 1960. Vous comprenez? Ici au Congo. Vous voyez. Et un Congolais qui peut devenir président de la République, un Congolais par le lien de sang. Donc papa, maman congolais. Ça, c'est Noël. Faisant partie des tribus et les ethnies établies ici il y a même des au gens, Congo. Pour vous compléter, il y a même des gens qui vont plus loin pour dire que les candidats présidents doivent être même nés ici au Congo. Mais oui! Vous savez, c'est important. Parce que quand quelqu'un dit le candidat doit être né ici au Congo, et il doit être congolais de père et de mère, ça veut dire que tous ces mondes qui soutiennent cette théorie vont devenir des présidents? Non, ce n'est pas tout le monde qui... Pourquoi cette agitation dans les camps? L'agitation, c'est pourquoi Moïse Katumbi n'est pas un Congolais du sang. Totalement Congolais du sang, père, mère, Congolais. Non. Comment ça? Et pourquoi il s'agite? Il n'est pas l'unique à avoir cette casquette. Bon, pas Moïse Katumbi peut-être de manière directe, mais c'est lieutenant. Ils sont nombreux. Il y a les
je parle de métis, tous les métis congolais que nous avons ici au Congo. Ils sont au gouvernement. On n'a pas refusé. La loi dit ceci. Je parle d'un Congolais par option et un Congolais par naturalisation. Je te donne un exemple. Un Congolais dont son père est rwandais, sa mère congolaise. Vous comprenez? Il n'est pas différent de Moïse Katumbi, qui est aussi congolais à travers sa mère, parce que hier j'ai suivi un article remettant aussi en cause la nature ou la nationalité de sa mère. On dit que sa mère n'a jamais été Moemba du Congo, mais c'est une Moemba de la Zambie. C'est pour la raison pour laquelle Moïse a investi en Zambie. C'est lieutenant maintenant ça? Vous allez brûler Ce n'est le pas, pays, non, mais je suis en train, moi je développe la théorie telle qu'elle est. Tout ça. Moïse, je l'aime beaucoup, je l'ai connu au Congo, il a fait sa politique au Congo, il est en train de travailler au Congo, je ne suis pas contre lui. Moi je développe la théorie selon laquelle la congolité c'est une fierté. Et qui peut devenir le président public et qui ne peut pas le devenir. Toute autre personne qui n'est pas congolais par le sang, il peut devenir même premier ministre. Il peut devenir chef d'entreprise. Il peut devenir bourgmestre. Mais pas président de la République. Mais pas président de la République. Pourquoi? Parce qu'il peut renverser le pays. Les gens ont peur. Pourquoi? Toi, tu es français, tu es juif, tu es italien, tu es de père. Ça veut dire que si tu deviens président public, automatiquement le pays de ton père... Tu as des intérêts partagés. Bien sûr, ils doivent avoir l'influence sur le Congo. Très bien. Tu as des cousins blancs, tu as des cousines blanches, tu as des neveux blancs. Et au Congo, on n'a pas besoin d'avoir des ministres blancs, on n'a pas besoin de voir des chefs d'entreprise blancs. Parce que le Congo appartient aux sombres, aux noirs que nous sommes, et congolais par le sang. Et maintenant, Moïse Katumbi, comme il fait partie de cette catégorie, s'il faut citer ce nom, il peut devenir Premier ministre. Il est congolais par option, ce qui veut dire que l'un des parents a la nationalité congolaise. Mais la grande crainte, c'est que même s'il est bien intentionné, même s'il veut bien diriger ce pays, mais ce serait impossible par le fait que les Juifs ou les Italiens, dont les gens disent qu'il fait partie, la nationalité de son père, auront à avoir, n'est-ce pas, je veux dire, un pouvoir sur les institutions. Ils peuvent faire d'autres histoires qui échappent, n'est-ce pas, aux institutions légitimes établies. Ça peut tendre au renversement du pays, même si ce n'est pas son souci, même si ce n'est pas sa volonté. Ça peut venir, le pouvoir corrompt toujours. Alors, parce que le Congo est convoité par le monde extérieur. Très bien. Alors, ce qui me surprend dans cette histoire, Moïse Katumbi est président d'un regroupement politique. Il y a des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais curieusement, tous ces députés, personne jusque-là n'a réfléchi en termes de contre-attaquer la proposition de Noël Tchani. Mais ce sont plutôt ceux qui sont en dehors du Parlement qui réagissent malheureusement par des insultes. J'ai suivi ce matin, Mouyambo qui a traité Noël Tchani d'aventurier, tous les mots. Alors finalement, comment aujourd'hui Katumbi et son camp peuvent peaufiner une stratégie visant à contraindre ou à étouffer la proposition de Noël Tchani? Vous savez, réfléchissons en tant qu'humain. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui a demandé à Dieu, n'est-ce pas, que Seigneur, fais-moi un Congolais de mère et un Juif de père. Non, Moïse Katumbi n'a pas demandé à Dieu comme ça. Mais Moïse Katumbi doit aussi comprendre que les lois... Il s'est retrouvé comme ça. Oui, sont faites pour être respectées. Mais je demande aussi aux Congolais, n'est-ce pas, de ne pas faire de Moïse Katumbi une bête noire. Parce que moi, je ne trouve pas le mal que Moïse a fait. Mais sinon... Noël Tchani lui-même n'a pas ciblé Katumbi. Mais c'est ça. Et ça, les Baba Babo, il a Mouyambo et tous ces gens. Mais comment est-ce que Mouyambo, il est l'unique à agir? Il est comme Moïse Katumbi lui aussi. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et puis comprenez que les Congolais ont dit, Moïse c'est un leader politique de notre pays. On n'a pas refusé. Il peut tout devenir, mais pas président en public selon Noël Tchani, selon sa proposition de loi. Seul Congolais par le lieu de sang. Donc papa, maman congolais est né au Congo peuvent être président public. C'est pour sécuriser le pays. Parce que c'est que nous assistons à l'est du pays. N'est-ce pas? C'est cette manque de vigilance et de prudence que nous sommes tombés. Il faut maintenant se servir de ces erreurs pour corriger les choses. C'est déjà prescrit dans la loi. Dans la loi, on a dit, même un Chinois peut devenir un Congolais, s'il est naturalisé. Il peut même devenir député. Un Chinois peut même devenir un gouverneur. Oui, il peut même devenir un gouverneur de province. Mais la première institution de la République, c'est une exception et réservée aux Congolais, aux seuls Congolais. On va terminer l'émission. Ne voulons pas que ce qui s'est passé au Rwanda puisse se passer encore ici. On va terminer l'émission. Alors, en 2 minutes, Matata Ponyo toujours dans les collimateurs de la justice. Et là, on annonce aussi le cas Bruno Tshibala. Alors, je vois des réactions qui fusent de partout, comme quoi
Félix Tshisekedi, l'UDPS se cache derrière la justice aujourd'hui pour régler des comptes à leurs détracteurs d'hier. Qu'est-ce que vous en dites? On va terminer par là. Excusez-moi, ces gens-là souffrent, ils sont infectés du virus de l'ignorance. Félix Tshisekedi se cache derrière la justice comment? C'est pas possible. L'IGF, c'est une institution. L'IGF a une mission qui est régalienne. L'IGF exécute un programme ponctuel national. N'est-ce pas? Il n'exécute pas un programme du président de la République. Vous comprenez? La justice, ce sont des institutions déjà établies depuis à l'époque de grands philosophes. Je vais parler de Montesquieu, qui a développé la théorie de séparation des pouvoirs. Il y a aussi John Locke. Ils ont parlé de la séparation. On dit que le pouvoir judiciaire vient en deçà de ces trois pouvoirs. Mais c'est un pouvoir qui est dissocié des deux autres. Comment est-ce que le pouvoir peut arrêter le pouvoir? Ce sont des théories qui existent. Comment on peut dire que le chef de l'État qui fait partie de l'exécutif, n'est-ce pas, peut se cacher derrière la justice? Même si l'exécutif est appelé à exercer l'ascendance sur les autres pouvoirs, mais dans le respect des textes abstraits. Ce qui veut dire que la justice de notre pays est enfin debout. C'est pourquoi vous voyez que la population cherche à en voir clair. Et la population fait confiance à notre justice. Si aujourd'hui l'IGF est devenue très forte, c'est qu'elle a le soutien de la population. Parce que la justice est faite au nom de la population. Bruno Tshibala, qu'a-t-il fait? Je voudrais d'abord finir avec Matata Ponyo. Je vous ai dit que Matata est agité parce que c'est un détourneur. Il est comme les Mouyej et les Owe Kabila. Ce sont des voleurs qui étaient dans la Kabylie. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être rattrapés par leur comportement. Et croyez qu'on peut voler, on peut détourner, mais avec Tshisekedi, je ne pense pas qu'il y aurait quelque chose de vrai. Mais c'est Tshisekedi qui demande aux institutions, par son mot d'ordre, que faites votre travail selon votre mission régalienne. Parce que l'IGF sous Kabila et l'IGF sous Tshisekedi, ce sont les deux institutions différentes et très différentes. C'est le jour et la nuit en tout cas. Oui, les jours et la nuit, comme vous venez de le dire. Parce que nous avons compris que l'IGF, avec Félix Antoine Tshisekedi, alors cette institution a pris sa forme par le fait qu'elle est en train de faire un bon travail et que les gens qui sont coupables répondent devant la justice. On a vu pour la première fois un directeur de cabinet être condamné, n'est-ce pas, à 20 ans de travaux forcés. Nous avons vu autant d'autres personnes répondre devant la justice, ce qui est une avancée. Et nous nous sommes dit, mais l'argent doit aussi être remboursé dans le compte du Trésor pour permettre aux Congolais d'y voir clair que voilà, notre argent qui a été perdu est remboursé. Très bien, alors si Matata Ponyo clame à l'innocence, parce qu'il est d'abord présumé, il joue de la présomption d'innocence qui est plus forte que la présomption de condamnation. Alors, il doit garder silence, comme j'ai vu l'inspecteur général des finances, tu t'es dit, il doit garder silence, il doit être calme. Oui, et se présenter devant les juridictions compétentes, et puis prouver maintenant ses moyens de défense. Très bien, Tshibala. Tshibala, c'est un détourneur. D'abord, Tshibala est sorti de l'UDPS très pauvre, il souffrait. Hein? Il était parti avec la différence d'argent, il part là-bas, il était assoiffé comme quelqu'un qui avait besoin de prendre de l'eau froide. Ouais. Il a détourné. C'est sûr que ça n'engage que moi. C'est sûr qu'il doit aussi être agité là où il est. Il va même chercher à créer une maladie pour aller à l'extérieur du pays. Mais je sais que la justice, tous ces gens doivent garder silence. Très bien, ils ne doivent pas avoir peur de la justice parce que si réellement ils ne sont pas coupables, ils doivent le prouver. Voilà, moi je ne suis pas détourneur, je ne suis pas volé. Voilà comment j'ai géré, voilà comment j'ai. On va le laisser. S'il est détourné, on va l'arrêter. D'abord, tu vas là, moi je veux qu'on l'arrête parce que c'est quelqu'un qui a semé beaucoup de troubles dans la gestion des. Très bien. L'émission est terminée, maître Mardoché. Merci une fois de plus de votre disponibilité. Merci beaucoup, Hervé. Nous voulons que notre pays aille de l'avant. Nous voulons que le pays se tienne debout, que le Congolais fasse confiance à Félix Tshisekedi. Le peu de temps qu'il reste, Tshisekedi n'a pas besoin de satisfaire sa famille et ses enfants. Il a besoin de satisfaire le Congolais. Très bien. Je vous rappelle que samedi, c'est mon anniversaire. Hein. Ouais. Faut du vin, il faut de la champagne en tout cas. C'est pas grave, Hervé, on est ensemble. Ça me finit pour cette émission ActuBuzz. Tout le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. Merci à Badjo pour ces belles images. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.